Présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. La semaine dernière, la vidéo d'une jeune fille rouée de coups à Lyon est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ces images, parce qu'elles ont été diffusées et partagées, ont changé la donne dans l'enquête. Qu'est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents change et nous dit surtout de l'époque? On en parle avec Jean Catan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Le pianiste et virtuose Pascal Amoyel est notre invité en seconde partie d'émission. Il livre un spectacle hommage au musicien Georges Xifra. Il sera avec nous en seconde partie d'émission. Dans sa chronique Vue à l'étranger, Andrea Le Bourgeois se penche sur le modèle éducatif estonien. On en parle avec elle en cette fin d'émission. Andrea que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Andrea. Bonjour Virginie. On commence par l'information du jour révélée par France Info. Les droits de retrait des enseignants ont fortement augmenté en 2022. Oui, on parle d'une hausse de 15% dans le premier degré et de 66% dans le secondaire, d'après l'analyse annuelle des signalements réalisés par le ministère de l'Éducation nationale. Mais qu'est-ce qu'un droit de retrait? Un professeur l'exerce en refusant de venir travailler car il estime qu'il est dans une situation de danger grave et imminent. Mais quelles en sont les causes? Eh bien, d'après l'analyse du ministère de l'Éducation, dans 22,6% des cas de retrait, ce sont les risques biologiques, notamment liés au Covid-19, qui en sont la cause. La deuxième raison est le nombre insuffisant de personnel, avec la difficulté que cela entraîne, gérer seul un enfant au comportement difficile, entre autres. En troisième position, les agressions, les violences, à égalité avec les risques liés au bâtiment. Et puis la dernière cause évoquée, ce sont les menaces externes venant, entre autres, de parents d'élèves ou les intrusions. Pour School TV, nous avons contacté Jean-Rémy Girard, représentant du syndicat SNALC. Écoutez sa réaction. On a effectivement une recrudescence de remise en cause de notre professionnalité, de nos compétences même. À l'école primaire, les parents sont très présents et il y a beaucoup d'incidents avec des parents d'élèves, pas avec tous bien sûr. Et au collège et au lycée, effectivement, on a de plus en plus de remises en cause dans nos cours et on ne voit pas forcément l'enseignant comme étant quelque chose d'intouchable. Et donc, on se retrouve avec ces menaces, ces agressions verbales, parfois physiques. Et tout ça contribue effectivement à faire que le métier d'enseignant soit aujourd'hui un métier en crise qui a du mal à recruter. Alors, selon les syndicats, eh bien, cette augmentation est liée aussi à d'autres phénomènes. Oui, les enseignants sont aujourd'hui mieux sensibilisés à la procédure et n'hésitent plus à les utiliser. Mais dans cette analyse, d'autres problèmes de manière plus générale sont évoqués, comme par exemple le droit de retrait sans qu'il ne soit forcément exercé. Dans un tiers des cas, il est lié aux risques psychosociaux, à comprendre par la difficulté de gestion de classe, nombre trop important d'élèves, enfants difficiles à gérer ou menaces de la part d'un jeune ou d'un parent. Et puis, dans un quart des cas, cela concerne l'ambiance thermique, la mauvaise isolation des bâtiments scolaires. Ces chiffres devraient être discutés ce mardi après-midi au ministère de l'Éducation nationale avec les partenaires sociaux. Et on continue avec le port de l'uniforme à l'école. À Nice, plusieurs établissements ont été retenus pour l'expérimentation lancée par le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'on a les noms de ces établissements, Andrea ? Oui, le dernier en date, le lycée professionnel Les Palmiers, géré par la région. Renaud Muselier, président de la région Sud, a même précisé ce matin dans un tweet que les familles n'auront rien à payer et que les lycéens recevront pour la rentrée 2024 un trousseau financé par l'État et la région. Ce trousseau en question serait de 200 €. 4 écoles gérées par la municipalité ont également été retenues. Ronchaise, Bon Voyage, Fabron et Bois de Boulogne. 3 collèges dont la charge revient au département des Alpes-Maritimes feront partie de l'expérimentation. Jean Rostand, Alphonse Daudet et Vernier. Un communiqué indique même, je cite, « Aujourd'hui, 2 collèges maralpins ont acté en conseil d'administration le principe de la mise en place de cette mesure visant notamment à contribuer à l'apaisement du climat scolaire ». Fin de la citation. La ville de Nice s'était portée candidate, rappelez-vous, quelques heures seulement après l'annonce de Gabriel Attal.
Et retour sur l'affaire Alex Batty, ce jeune Britannique de 17 ans retrouvé près de Toulouse le 16 décembre dernier, 6 ans après sa disparition. De nouvelles informations ont été révélées par nos confrères de TF1. Oui, la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Aurait-il pu être retrouvé plus tôt? Car aujourd'hui, on le sait désormais que le jeune Alex Batty a résidé pendant plusieurs mois dans un gîte dans l'Aude sous le nom de Zach et qu'il avait voulu s'inscrire dans une école d'informatique à Perpignan l'été dernier, d'après nos confrères de TF1. Et la direction de l'école avait donné l'alerte à la police sans être prise au sérieux. Rappelez-vous, à 11 ans, Alex Batty est enlevé par sa mère et son grand-père. S'ensuivent 6 années de cavale au sein d'une communauté spirituelle à travers le Maroc, l'Espagne et la France. À l'été 2021, ils arrivent à Caen-sur-la-Glie, dans l'Aude, dans un gîte. C'est à ce moment-là que le jeune garçon a contacté l'école 42 à Perpignan. Le directeur raconte sur TF1, je cite, « Il nous a contactés pour savoir s'il pouvait venir sans papier d'identité, comme quoi il les avait perdus dans l'avion, et il a demandé s'il pouvait venir avec une personne majeure qui n'était pas de sa famille, avant d'ajouter, il a dit aussi, au fait, mon nom, ce n'est pas Zach, c'est Alex Batty. On a tapé son nom sur Google et on a vu Alex Batty from Manchester, le même visage quelques années plus tard. Fin de la citation. C'est à ce moment-là que la direction s'était rendue au poste de police pour signaler cet appel en vain. Aujourd'hui, la mère et le grand-père d'Alex Batty sont toujours recherchés. Merci beaucoup Andrea pour ces informations. Après la diffusion des images montrant d'une jeune fille frappée par 2 autres adolescentes dans une cave d'immeuble à Lyon, eh bien on s'interroge sur le poids de certains contenus sur les réseaux sociaux. Quelle utilisation en font les adolescents? Et puis qu'est-ce que la dimension désormais virale de ce que ces jeunes partagent sur Internet raconte de notre époque? On en parle tout de suite avec notre invité dans la question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jean Catan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes secrétaire général du Conseil national du numérique, on va en parler évidemment, enseignant à Sciences Po Paris et Panthéon-Assas et auteur avec Serge Abitboul de Nous sommes les réseaux sociaux, édité chez Odile Jacob. Et évidemment, la première question que je vais poser, c'est nous sommes les réseaux sociaux. Nous, je me suis sentie tout d'un coup un peu visée. Je me suis dit, à ce point, je fais partie de cette communauté aussi. Alors, merci beaucoup de nous interpeller là-dessus, parce qu'en effet, ce nous a une vocation en fait double, qui est de dire qu'à la fois nous sommes face à des réseaux qui certes sont le produit de l'informatique, de nos connaissances dans les services numériques, etc., mais sont aussi le produit de nos activités. Et donc que l'on doit apprécier l'ensemble de ces interactions comme étant avant tout des interactions humaines. Donc c'est ce nous-là de la sphère des humains qui se représente ensuite sur les réseaux sociaux. Et ensuite, ce nous, c'est un nous qui cherche en fait à impliquer, en effet, alors non pas à viser, mais désolé si c'était le cas, mais à impliquer et de se dire qu'en fait, on a aussi entre nos mains beaucoup de solutions. Alors il ne s'agit pas de nous faire peser un fardeau de plus sur les épaules, mais de se dire en fait que notre voix peut elle aussi être entendue dans la remédiation des problèmes que l'on rencontre sur les réseaux sociaux. En tout cas, quand vous dites solution, cela implique donc qu'il y a problème. Et on va en parler, parce que les réseaux sociaux, ça peut être effectivement très positif, comme effectivement aussi avoir des conséquences dramatiques. Le 10 octobre dernier, une adolescente a été frappée par 2 autres adolescentes dans une cave d'immeuble à Lyon. Tout est filmé, la vidéo dure moins d'1 minute et est diffusée évidemment sur les réseaux. Après cette diffusion, l'une des agresseuses s'est rendue au commissariat, assurant être victime de menaces de mort et de cyberharcèlement. Les policiers ont ensuite interpellé 3 autres jeunes filles qui ont 13 et 14 ans, placées toutes en garde à vue. Le parquet de Lyon découvre une enquête, évidemment, pour violence aggravée et menaces de mort réitérées. La victime, elle-même âgée de 13 ans, aussi, de son côté, porte plainte. Donc ma question, elle est assez simple, c'est est-ce que finalement les réseaux sociaux ont de plus en plus de place finalement dans les enquêtes, dans la justice? Alors ce que cette affaire nous montre absolument tristement est que en fait, la violence est un cycle dans lequel désormais en effet s'inscrivent les réseaux sociaux. Mais tant que nous n'aurons pas considéré la violence comme étant un cycle, c'est-à-dire que l'on doit prendre en de nombreux points, alors à ce moment-là, nous manquerons malheureusement d'apporter les solutions les plus adéquates. Et si on se focalise seulement sur la représentation de l'acte violent, alors oui, on va répondre à certaines parties du problème, mais on ne va pas répondre à tout le problème. Donc ce pourquoi on peut plaider, c'est aussi quelque chose pour lequel on plaide énormément au sein du Conseil national du numérique, c'est à l'instauration d'un dialogue permanent sur ces sujets, et on pourra y revenir parce que ce dialogue doit être décliné en de multiples endroits, à de multiples niveaux, et porter sur de très nombreux sujets. Mais nous devons absolument laisser la place à l'expression
qu'elles soient individuelles ou collectives, pour remédier à ces problèmes de violence. Alors, parlons-en tout de suite. On va revenir sur l'aspect judiciaire juste après, sur le poids, finalement, effectivement, des réseaux sociaux dans les éventuelles enquêtes menées. Parlons justement de cette violence, puisqu'on en parle beaucoup sur ce plateau et chez tous mes confrères. Évidemment, on le voit, les réseaux sociaux, il peut y avoir des bonnes choses, mais ce qu'on voit est une désolation terrible. On a vu, effectivement, des menaces, des violences, mais aussi des suicides. Oui. On a vu le pire. Vous dites qu'on est tous, et c'est le titre de votre livre, je le rappelle, nous sommes les réseaux sociaux. C'est une façon de nous dire aussi qu'on est tous effectivement responsables aussi de cette situation, ou en tout cas qu'on peut collectivement agir. Sur quel point ? Alors du moins justement, c'est en agissant collectivement qu'on aura les plus grandes solutions, je le pense, parce qu'en effet, on peut croire derrière l'expression de réseaux sociaux qu'en fait, tout d'un coup, nous sommes tous connectés les uns aux autres et que nous nous connaissons finalement en profondeur. Mais en fait, très souvent, ce que l'on constate dans ces situations-là, c'est un profond isolement en fait, des personnes, aussi bien chez les victimes que chez les agresseurs d'ailleurs, qui témoignaient encore récemment dans les pages du Monde du fait que sur leur chemin, ils n'avaient trouvé aucun adulte pour empêcher certains comportements de harcèlement, par exemple. Donc, refaire ce tissu social autour des individus, autour des enfants, créer cette communauté éducative aussi à laquelle donc, certains sociologues appelaient encore une fois très récemment. C'est-à-dire, où sont ces espaces finalement où les parents, les directeurs d'établissement, les animateurs, les autorités, les centres sociaux, etc. peuvent se retrouver. On ne parle pas d'une réunion hebdomadaire, on parle même, juste d'avoir conscience que cette chose qui est la communauté éducative existe. Ça, c'est absolument fondamental. Et de se mettre en cercle. Nous, c'est aussi quelque chose que l'on aime beaucoup. Alors, on peut en rire peut-être, mais se dire qu'en fait, la parole de tous a sa place autour de problèmes comme cela, c'est important. Et concrètement, à la maison, le soir, Exactement. avec les enfants, Exactement. c'est non pas dire les réseaux sociaux c'est mal, c'est dire qui tu suis par exemple sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. Et là, vous avez effectivement un chapitre consacré à ce sujet qui est très intéressant. C'est exactement ça. C'est en tous espaces, en tout lieu, saisir l'opportunité du dialogue pour mettre l'objet au centre de la table et non pas entre les individus et qu'ils deviennent un objet, voire un prétexte en fait à l'échange. Vous savez, quand nous on se déplace partout en France toutes les semaines au moins 1 à 2 fois, c'est des temps de débat auxquels on participe toutes les semaines au sein du Conseil national du numérique. En fait, quand vous posez la question au public d'enfants ou de parents, etc., qui en parle à la maison, en fait, très peu en parlent à la maison. Mais parce qu'en fait, les parents ne connaissent pas non plus, peut-être aussi bien que les enfants. Il peut y avoir plein de freins, et c'est justement l'objet d'une découverte potentielle. C'est un sujet de dialogue qui partira peut-être d'un téléphone et qui ira vers d'autres choses, sur des représentations sociales, sur des relations plus générales. Et donc mobiliser, investir ces espaces de dialogue, que ce soit autour de la table du dîner, que ce soit à la maison de manière générale, que ce soit à l'école, que ce soit entre les différentes entités de cette communauté éducative que l'on ne peut que appeler de nos voeux, c'est absolument primordial de faire primer le dialogue collectif. Il est là le nous. Il est là le nous. Derrière un écran tout seul, il n'y a pas de nous. On peut se croire connecté, mais ce n'est pas le cas. Alors évidemment, je vous entends, mais je vois aussi la réalité. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut qu'on discute, qu'il faut qu'on parle, qu'on est tous plus ou moins déjà connectés, en tout cas ceux qui ont des smartphones et qui sont déjà en réseau, que ce soit les parents, les enfants, les grands-parents. Et pour autant, la violence continue et peut-être voire même elle s'empire. Oui, comment expliquer ? Et parce qu'on est aussi dans cette illusion de connexion les uns aux autres. Et que là, en fait, on est dans une interconnexion, mais qui est intermédiée en fait par des outils qui ne sont pas du tout faits pour promouvoir le dialogue entre les individus. Ça, il faut y revenir aussi. C'est-à-dire que nos connexions qui se passent dans les réseaux sociaux s'inscrivent dans une architecture technique et économique qui n'est pas du tout destinée à l'apaisement ou à la compréhension des uns et des autres. C'est un modèle économique qui est basé sur l'économie de l'attention, un travail qu'on a porté d'ailleurs, un travail d'étude qu'on a porté à ce sujet sur le Conseil national du numérique. Et on a un ouvrage aussi à disposition de qui veut. On les envoie partout en France à disposition. Voilà, ce modèle de l'économie de l'attention n'est pas du tout fait pour cultiver une sorte de paix sociale. Il est fait avant tout pour faire en sorte que nous restions sur les réseaux sociaux. Et très malheureusement, on retrouve aussi ces biais qui sont en chacun de nous, c'est-à-dire ces biais cognitifs qui nous attirent beaucoup plus sur les faits de violence que sur les faits de bien-être. J'aimerais revenir sur cette vidéo qui a été partagée de cette jeune fille adolescente rouée de coups par 2 autres adolescentes. Je le disais, cette vidéo est devenue virale. Chacune des adolescentes, agresseuses ou victimes, ont porté plainte. Et le fait que cette vidéo devienne virale, encore une fois, a fait a priori bouger les lignes de l'enquête. À ce point, la justice va aller aussi chercher dans les réseaux sociaux, maintenant, des preuves. En fait, la justice n'est pas exclue du monde dans lequel on vit. Donc, il est très clair, en effet, que maintenant, les éléments dont on dispose sur les réseaux sociaux s'intègrent
dans l'action, et là encore, il faut prendre toute la chaîne d'action des autorités publiques. On a pu le voir dans les émeutes. C'était aussi la question qu'on s'est posée à l'époque, c'est comment est-ce que les réseaux sociaux sont à la fois un vecteur de mobilisation, malheureusement, pour certains faits un petit peu ravageurs, ou un vecteur, au contraire, de propagation d'un message potentiellement d'apaisement, de compréhension, d'écoute, etc. Donc on voit en effet les réseaux sociaux s'inscrire de manière générale dans le flux d'activité des autorités publiques. Maintenant, il y a une chose sur laquelle nous, on insiste énormément, et c'est un travail qu'on a conduit avec les autorités, pour le coup, dans le cadre du Conseil national de la refondation dédié à l'apaisement de l'espace numérique, c'est que la première chose à faire quand on voit un comportement de la sorte, c'est de le signaler. Ça, c'est un réflexe qu'il faut bien acquérir, c'est-à-dire, et là aussi on retrouve le dialogue. Comment est-ce qu'on en parle ? On voit quelque chose que l'on trouve anormal, on en parle aux autorités. Et ça, c'est absolument fondamental. Mais là se pose aussi un autre problème, qui est en fait les conversations privées qui sont vécues, ou en tout cas qui font office de preuve pour la justice. Et c'est le cas effectivement de ces conversations et de cette vidéo. Comment faire pour à la fois mettre sur le devant de la table ce dialogue et ces preuves, et en même temps préserver l'anonymat et le droit de chacun ? Tout à fait. Alors, il y a des espaces, et c'est pour ça qu'on insistera sur la pluralité des espaces de dialogue. C'est-à-dire que, par exemple, partager un tel contenu, même si c'est pour le dénoncer, ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Parce que, en fait, ça ne va que renchérir, en fait, le cycle de violence. Par contre... excusez-moi, mais là, il sert de preuve, concrètement, pour la justice. Alors, et donc, c'est un autre espace. Donc, c'est un autre espace. C'est comment est-ce qu'on le porte à la connaissance des autorités. Et c'est là où le signalement, c'est là où la plateforme Pharos est fondamentale. C'est là où l'application, j'insiste là-dessus, Ma Sécurité est absolument fondamentale. Je précise, parce qu'on peut se demander quoi faire immédiatement. Bien sûr. Bien. Sur l'application Ma Sécurité, vous avez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un policier ou un gendarme qui vous répond il est à portée de clic. Il est à portée vraiment... C'est un chat ? C'est un chat. D'accord. C'est un chat. Et cette personne-là... Vous dites je suis en danger. Exactement. À tel c'est endroit. Exactement ça. Et il va vous dire exactement ce que vous devez faire. Et là, on a un espace de dialogue, du coup, qui est respectueux, en effet, de ce que vous mentionniez, c'est-à-dire la vie privée de chacun, etc. Et on a surtout la certitude de suivre le bon protocole. Voilà. Mais ce protocole, il commence avec le signalement et avec la prise de contact des autorités, si jamais, parce qu'on le sait aussi, dans ces situations-là, ça peut être difficile, ça peut être compliqué de parler à son entourage, même si on ne peut souhaiter que ça, c'est-à-dire que la personne soit entourée de personnes qui puissent être à l'écoute. On a banalisé l'expression tribunal médiatique, et là on arrive dans une idée de tribunal numérique. Est-ce qu'on peut parler de ça aujourd'hui ? Mais il faut absolument en sortir. Malheureusement, oui, on voit très souvent, et même plus qu'un tribunal, malheureusement, parce qu'un tribunal est associé en fait à des procédures, et les procédures sont sœurs de liberté selon l'adage, et là ce n'est absolument pas le cas. Ce qu'on voit, c'est un affrontement entre des populations. Et sur n'importe quel sujet. Et ce n'est que de sur l'opinion, n'importe quel sujet. Ce ne sont pas des faits. Oui, parce qu'en fait, ce qui est cultivé à travers cette économie de l'attention, c'est cette tension permanente entre les gens. Et c'est absolument là-dessus, en fait, qu'il nous faut revenir. C'est sur l'architecture, sur le modèle économique et technique des réseaux sociaux. Mais encore une fois, en disant ça, on n'attaque qu'à un point du cycle de la violence. D'accord ? Il faut bien prendre en compte tout ce qu'il y a en arrière comme travail à effectuer dans les institutions, au sein de la famille, dans son rapport avec les autorités, mais aussi évidemment donc avec les réseaux sociaux. Mais c'est un cycle. Alors justement, vous parlez de l'aspect purement technique et économique, mais aussi de l'aspect purement social, et qui finalement n'est pas très, évident pour les citoyens français. On ne se rend pas compte à quel point les réseaux sociaux ont un impact et un intérêt social très fort. Oui, et en fait, ce qui est intéressant, quand on met l'objet sur la table et non pas entre nous, c'est qu'en fait, on se pose la question de savoir quelle est l'influence de ces architectures sur nos façons de dialoguer. Et on se rend compte, en fait, assez rapidement qu'on ne parle pas de la même manière selon que l'on est sur LinkedIn ou qu'on est sur X Twitter, que l'on est sur un groupe familial ou un groupe de quartier Facebook ou encore sur un autre réseau. Donc déjà, s'interroger, en fait, sur le cadre dans lequel on s'inscrit et se rendre compte que ne serait-ce que l'architecture du réseau social détermine notre façon de parler. Un cas évident, c'est quand on est limité à 280 caractères ou pas. Bon, ça c'est le cas évident, d'accord. Mais en fait, il y a toute une atmosphère, toute une ambiance qui vont déterminer notre type de message. Vous voyez par exemple aujourd'hui, quand le groupe Meta lance Thread, donc ce nouveau réseau social en Europe, on a des personnes qui viennent dire « ici c'est chez les gentils ». Comme si, voilà. Et donc en fait, il faut prendre ça en compte, c'est-à-dire comment est-ce que le réseau influe
sur nos façons de nous parler. Mais effectivement, vous parlez de Thread, et Thread, c'est comme ça que Mark Zuckerberg d'ailleurs a lancé, est arrivé sur le marché en disant on partage du contenu de texte positif et créatif pour exprimer ses idées. Est-ce que réellement c'est ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux? Alors ça va dépendre, encore une fois, déjà de l'intention qu'on y met, des moyens qu'on y met aussi pour protéger les utilisateurs, ça c'est très important, mais j'aurais du mal à dire que c'est la volonté d'un CEO comme ça, déclarative, qui va finalement influer sur l'ambiance. Non, il faut vraiment prêter attention à chaque détail qui permettra à cette plateforme, comme à d'autres d'ailleurs, celle-ci n'est qu'un exemple, d'être vraiment le lieu où l'on va pouvoir avoir des propos non toxiques. Beaucoup ont essayé, beaucoup y arrivent d'ailleurs. C'est des réseaux sociaux moins fréquentés. On pense par exemple à Trust Café qui a été créé par Jimmy Wales, qui est quand même un des créateurs de Wikipédia, donc c'est pas rien, et qui a pour ambition depuis très longtemps de créer un réseau social non toxique. On voit que c'est pas la même architecture que Thread. On va être dans des communautés qui vont être modérées par des communautés sur des sujets spécifiques, ce qui fait que ça va aussi éviter les frictions. Quand on est sur un flux généraliste comme sur Thread ou X Twitter, en fait, on va avoir plein de gens très très différents aussi qui vont peut-être s'écharper un petit peu plus. Mais qui décide de la toxicité quand vous parlez par exemple de ces... Alors, déjà, c'est ceux qui conçoivent la plateforme qui vont dire biaisé, oui ou non. Voilà, exactement. Mais c'est ça où il faut s'interroger sur l'architecture des réseaux sociaux. Et se dire, déjà, si on est sur un lieu d'échange généraliste, il va y avoir plein de gens avec des opinions différentes qui vont machin. Donc si on veut faire ça, et c'est très bien, c'est très sympa que tout le monde se rencontre, alors à ce moment-là, il faut mettre derrière en place les moyens de modération qui sont adaptés. On a des rapports de transparence de la part des réseaux sociaux qui nous montrent qu'aujourd'hui, peut-être on aurait besoin d'un petit peu plus d'aide sur certains réseaux sociaux, sans vouloir les nommer. Par contre, il y a aussi une autre chose qui peut être très intéressante en amont, c'est comment est-ce qu'on fait des algorithmes de recommandation. Vous savez, quand vous allez sur votre réseau social, vous avez des contenus qui vous sont recommandés. Il y en a qui sont tout en bas de la liste, il y en a qui sont tout en haut. En fonction de quoi? De ce que vous lisez auparavant, de ce que vous écrivez aussi? Il y a 1000 critères de votre localisation, par exemple. L'algorithme de TikTok, par exemple, se fonde beaucoup sur votre localisation, de ce que les gens autour de vous, etc., peuvent apprécier. Donc, on va avoir tout un mélange, en fait, de paramètres qui vont faire que vous voyez peut-être quelque chose que moi, je ne vais pas voir. D'accord. Bon. Quelle est l'intention derrière cet algorithme-là? Est-ce que c'est de me faire rester sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est de me faire du bien? Est-ce que c'est les deux en même temps? Pourquoi pas, on pourrait imaginer, mais ce serait intéressant de pouvoir en parler. Et puis aussi, ça c'est quelque chose que l'on défend, de pouvoir paramétrer, configurer son algorithme de recommandation. Quand on voit par exemple le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, donc qui quitte Twitter pour créer Blue Sky. Donc Blue Sky, réseau alternatif, où pour l'instant ça se passe bien. Et en fait sur Blue Sky, il y a une nouveauté par rapport à d'autres réseaux sociaux. C'est pas une nouveauté totale non plus, mais c'est une nouveauté quand même. C'est la possibilité pour tout un chacun de choisir son algorithme de recommandation. C'est-à-dire que si vous demain vous créez un algorithme de recommandation, vous pouvez me le proposer à tout le monde. Et moi, parce que en fait je vais faire confiance à School TV. En fait, je vais faire confiance à votre mode de curation des contenus, de proposition des contenus. Et je vais être sûr, en fait, que ça va être un algorithme qui va graviter autour de sujets qui vont, d'une part, m'intéresser, mais que la hiérarchie de valeurs ne va pas être tournée sur le conflit, par exemple. Alors, ce qu'on se raconte là, c'est passionnant, mais c'est sur School TV. Est-ce que les élèves, donc à la fois collégiens et lycéens, par exemple, ont accès à ce type d'informations? Est-ce que vous proposez des cours aussi dans les établissements? Alors, oui. Et alors là, je suis très content. Merci beaucoup pour ça, parce qu'en effet, on est à la disposition d'absolument tout le monde pour nous déplacer partout en France. Donc nous, on est une institution publique, consultative, et on est vraiment, sans intérêt lucratif ou quoi que ce soit, sur un marché, sinon il pourrait y avoir des acteurs. Et c'est très bien, c'est très bien. Mais donc on ne sait pas trop des fois. Donc là, pour nous, c'est très clair, c'est l'État. Et on est très content de pouvoir participer à ces temps d'échange, des fois aussi ne serait-ce que d'observer. On est très content de ça aussi pour pouvoir consolider une compréhension commune et collective en fait des phénomènes et de ce qui est fait sur l'ensemble du territoire. Et pour réfléchir également à la manière de réguler justement c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On a parlé évidemment de la loi sur le numérique, cette idée de lever de l'anonymat d'ici à 2030 pour tous les internautes. Bien entendu évidemment de la majorité numérique qui s'est posée à 13 ans, c'est bien ça? Alors ça dépend, mais oui. Voilà, 13 ans ou 15 ans avec accord des parents. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez aussi influer davantage sur les prédispositions, j'imagine, et en tout cas faire office de conseil pour le gouvernement? Oui, nous, ce pourquoi on plaide, en fait, c'est cette capacité de tout un chacun de configurer son exercice et sa pratique des réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui un parent
peut s'assurer qu'en fait la modération sur les réseaux sociaux va lui convenir? Comment est-ce qu'il peut être sûr, passé 15 ans, en fait, que son enfant ne va pas être exposé à des contenus absolument odieux? Donc ouvrir les réseaux sociaux, ça veut dire les ouvrir à la faculté d'être modérés potentiellement par des tiers. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, toutes les fonctions sont centralisées entre les mains d'une seule entité? C'est quelque chose d'assez anormal, en fait, quand vous regardez toute l'histoire du numérique et de l'innovation. Bien sûr. On parle beaucoup de la dangerosité, évidemment, des réseaux sociaux. Pour autant, les ados confient eux-mêmes aux réseaux sociaux, finalement, le pouvoir de modérer les contenus qu'ils diffusent. D'où cette ambiguïté. Exactement. Et j'aimerais que vous m'éclairiez là-dessus. Oui, non, mais exactement. Et en fait, c'est parce que l'on a eu cette idée qu'en fait, le réseau social formait un tout et que l'on devait prendre le tout ou sinon le laisser de côté. Or, le laisser de côté, quand on a envie d'avoir une sociabilité accrue, etc., est quasiment impossible. On ne peut pas exiger ça de l'essentiel de la population aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on pense le réseau social en pensant aussi la faculté de choisir à quel point nous allons être protégés, quel type de modération est-ce que l'on voudrait y voir appliquer, quel type de recommandation, même quel type d'interface. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, en fait, dans les différentes applications que l'on peut utiliser pour utiliser un réseau social donné. Alors qu'une application pourrait être l'hôte de 1000 fonctionnalités de protection du public, par exemple, et pourrait sécuriser beaucoup de parents. Donc je pense qu'en fait, il y a même une activité économique qui pourrait enrichir en fait, le monde du numérique et de nos relations sociales et s'assurer en fait, que tout le monde navigue en toute sécurité. On parle de modération, on parle de protection, et pour autant, on voit que les formats justement des réseaux sociaux sont amenés tout doucement, mais sûrement aussi vers la télévision, par exemple, qui est un médium, on dit un média, mais un médium très large de diffusion. Donc c'est pareil, comment l'expliquer, c'est un peu le café du commerce, mais sur d'autres chaînes d'opinion que l'on connaît aussi, et ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un phénomène très intéressant que vous pointez là, parce qu'il y a un entremêlement, en fait, des mondes. C'est-à-dire quand on voit l'influence des youtubeurs, par exemple, sur Canal+, ou réciproquement, comment est-ce que Canal+ intègre YouTube? Comment est-ce que les mondes s'entremêlent et on demande aussi à certains artistes qui étaient habitués à des formats traditionnels d'investir certains réseaux sociaux et sur certains formats, puisque encore une fois le format détermine le contenu. Donc on voyait Eric et Ramsey sur TikTok par exemple, on voit Augustin Trapenard sur TikTok pareil. Voilà, on voit plein d'investissements croisés en fait et c'est vrai que le monde des médias en fait contamine aussi le monde des réseaux sociaux et réciproquement. Maintenant, vers quoi est-ce qu'on va tendre demain? Il est possible qu'on arrive à un point de fusion, en effet, entre les deux mondes. Et ça, ce sera particulièrement intéressant. Avec les réseaux sociaux payants, peut-être, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Tout à fait. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu la triple peine, les réseaux sociaux payants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux qui ne sont pas toujours bien modérés. Nous avons des réseaux sociaux dans lesquels il faut payer pour avoir accès à des meilleurs services. Et en plus, si on ne paye pas, on est discriminé par rapport à ceux qui payent. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. Et certaines entités comme NewsGuard, par exemple, ont bien fait ressortir que en fait, c'était ceux qui payaient sur Twitter qui propageaient aussi, qui en profitaient pour propager avec plus d'efficacité la désinformation dans des conflits comme Israël-Hamas, par exemple. Donc là, aujourd'hui, on paye la facture. Mais saisissons le moment pour dire « Ok, vous voulez nous faire payer ?» Mais alors à ce moment-là, ça va être nous les clients, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le client aujourd'hui, c'est l'annonceur. Ce n'est pas l'utilisateur en fait. C'est notre attention qui est vendue en fait à un annonceur qui lui est le client. Vous voulez faire de nous les clients en faisant payer? Très bien, alors à ce moment-là, on va choisir. C'est une inversion finalement du modèle. Profitons-en pour faire cette prise de judo et dire ok, vous voulez nous faire payer, très bien, donc ça veut dire que je suis le client, donc ça veut dire que je vais pouvoir choisir la couleur de mon fond d'écran, ne serait-ce que ça. Enfin, je veux dire, laissez-moi choisir l'application, le moteur de recherche, le mode de recommandation, l'outil de modération, etc., etc. Pour tout comprendre des réseaux sociaux, vous lisez le livre de Serge Abitboul et de Jean Catan, préfacé par Gérard Berry. Nous sommes les réseaux sociaux, paru chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, Jean Catan. Je pense avoir compris à peu près tout, mais heureusement, j'avais lu ce bouquin avant, qui est très intéressant. Merci mille fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve.
De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Pascal Amoyel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pianiste, interprète et auteur du spectacle Le pianiste aux 50 doigts. C'est au Théâtre Montparnasse, à Paris. À travers ce spectacle, eh bien, vous racontez justement l'histoire de Georges Siffra, mais aussi votre rencontre à tous les deux qui a marqué eh bien, votre vie. On va en parler, mais avant cela, j'aimerais qu'on regarde un court extrait justement de ce spectacle ensemble. Sublime, sublime. Ce spectacle est un hommage donc à Georges Siffra, pianiste virtuose hongrois. Il est mort il y a maintenant 30 ans. C'est en 2024, c'est ça l'anniversaire de sa mort. Pourquoi vous avez décidé d'écrire un spectacle sur lui? Quel est le lien que vous avez avec cet artiste? Alors, le lien, déjà, c'est ma rencontre avec lui. Enfin, c'est une rencontre particulière parce qu'en fait, c'est la gardienne de mon immeuble qui, un jour, m'entendant faire mes gammes quand j'avais une douzaine d'années, a frappé à ma porte et m'a dit que Siffra habitait le même immeuble et qu'il avait déménagé, qu'il venait de déménager, et qu'il avait ouvert une fondation pour les jeunes musiciens, et que c'était peut-être mon destin d'aller le rencontrer. Est-ce que vous saviez à l'époque qui était Siffra? Non. À l'époque, je ne savais pas. On m'avait dit que c'était un grand pianiste. Et vos parents étaient aussi musiciens? Alors, mes parents étaient musiciens amateurs. Mon père est médecin, mais il fait du piano. Ma mère chante de l'opéra, donc j'étais un peu bercé par la musique. Et donc, mais on m'a dit, oui, c'est un très grand pianiste. En fait, Siffra, c'est peut-être l'un des 10 plus grands pianistes de tous les temps. Et donc, j'ai été le voir et ça a été effectivement mon destin parce que c'est grâce à lui que je suis devenu pianiste. J'ai été accueilli non seulement par la légende du piano qu'il était, et ça, je m'en suis rendu compte assez vite, même si à l'époque je suis arrivé, je lui ai dit est-ce que je peux vous jouer mes improvisations? Il fallait vraiment avoir 12 ans pour oser jouer cette improvisation avec Siffra, qui est sans doute le plus grand improvisateur de tous les temps, quoi. Alors, à 12 ans, vous arrivez et vous lui dites « je vais improviser ». Vous n'avez même pas en tête, je sais pas, une partition que vous connaissez par cœur et qui pourrait, je sais pas, jouer Liszt, puisque effectivement, il a beaucoup interprété Liszt. Non, parce qu'en fait, à l'époque, je n'avais pas encore débuté l'étude du piano. Je faisais qu'improviser. Ce qui est assez... notre système de pédagogie français est très fondé encore sur l'écrit, je dirais malheureusement, parce que souvent les enfants sont un petit peu dégoûtés par le piano parce qu'il faut qu'ils fassent du solfège, etc. Mais pour ma part, je pense qu'il n'y a absolument pas du tout obligatoire de faire du solfège. En tout cas, les 2 premières années, il faut se faire plaisir, il faut explorer le piano. Être dans l'émotion finalement, ce que l'on joue, ce que l'on écoute. Exactement. Et c'est ce que j'ai ressenti avec Siffra, puisque j'ai commencé le piano à peu près à la même époque, mais avec lui, c'était toujours cette intuition phénoménale. Et lui, en plus, il a eu une vie absolument incroyable, ça je ne le savais pas à l'époque, mais surtout c'était un homme d'une gentillesse et d'une bienveillance qui a accueilli le gamin que j'étais, qui n'en mettait pas une à 12 ans, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de sourire, de positivité. Et c'est un peu la phrase, vous savez, il l'a fait parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Je suis devenu pianiste parce qu'il ne m'a pas montré que c'était à ce point-là difficile. Je ne sais pas d'ailleurs si je me serais lancé là-dedans si j'avais su que c'était aussi difficile. Parce que vraiment, c'est difficile. Racontez-nous à quel point. Qu'est-ce qui est difficile finalement? C'est difficile de se hisser à la hauteur des génies qu'on interprète. Brahms, Beethoven, Liszt, Chopin, etc. C'est des musiques extrêmement difficiles à jouer et en même temps à la fois d'une telle virtuosité, aussi d'une telle simplicité et d'une telle évidence que pour être à l'intérieur de la musique, il faut lâcher prise et en même temps avoir énormément travaillé, mais oublier tout ce qu'on a appris pour être vraiment dans le, non pas je joue, mais ça joue. Et alors, pour être dans le ça joue, comme vous dites, et lâcher prise, vous dites que vous rentrez à 12 ans, donc dans le conservatoire, ou l'étude, ça veut dire que donc peut-être à 13-14 ans, comment on lâche prise? Parce que c'est le moment justement où on se construit, on essaye d'être solide, on essaie justement d'être ancré, donc c'est ce fameux justement de résistance, quoi. En fait, il faut toujours être porté par l'émotion, comme vous avez dit. C'est-à-dire qu'il faut jamais que ça devienne quelque chose d'intellectuel, il faut que je mette mes doigts comme ça, etc. En fait, tout est lié. En fait, c'est une sorte de synthèse entre le physique, le mental, l'émotionnel. Et c'est ça d'ailleurs que j'ai retenu beaucoup de Siffra, parce que lui, c'était vraiment un instinctif pur. Et quand j'arrivais, il me disait « Regarde, écoute ».
Et je sentais qu'il était tellement traversé par la musique à 120% qu'il faisait plus qu'un avec l'instrument, il faisait corps avec son instrument. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai gardé de lui. Enfin, j'essaye vraiment d'être... que quand on joue, vraiment, c'est presque sacré, quoi. Il n'y a pas je vais jouer la musique d'eux, etc. Il y a plus de pensée à ce moment-là. Il y a juste l'instant présent et l'émotion et la musique qui nous porte. C'est presque... Je ne joue pas de musique, mais c'est presque la musique qui me joue, en fait. C'est ça qui est magnifique quand on arrive à ces moments qui peuvent être presque extatiques, quoi. Le spectacle s'intitule Le pianiste aux 50 doigts, je rappelle, au Théâtre Montparnasse. Comment vous racontez à travers cette histoire, cette œuvre, ce spectacle, l'histoire justement de Georges Xifra? Alors j'ai souhaité une sorte vraiment de parcours sonore, donc le piano est préparé. Comme il a eu une vie absolument incroyable, du petit pianiste de 5 ans jouant dans les bidonvilles de Budapest, dans les cirques, jusqu'au soldat évadé qui vole une locomotive à la Wehrmacht, donc j'imite la locomotive avec mon piano, et puis ensuite jusqu'au pianiste de bar qui joue, c'est d'ailleurs de là d'où lui vient le surnom le pianiste aux 50 doigts, parce qu'en fait il a joué dans des bars, même dans des bordels, hein, et en fait le monde a flué tellement là-bas pour venir voir ce phénomène que le tenancier du bar avait écrit « Pourquoi se faire voler ailleurs? Tous les pianistes n'ont que 10 doigts, ici se produit le pianiste aux 50 doigts ». Et puis ensuite il essaie de s'évader de la Hongrie, il est condamné aux travaux forcés, enfin, etc. Donc c'est une vie très difficile, mais en même temps plein de lumière, plein de joie aussi. Et donc j'ai voulu que je raconte sa vie, mais surtout aussi j'essaie de l'incarner. Enfin, je suis pas un acteur, mais j'essaie d'être un conteur, en tout cas en racontant les choses de manière la plus juste possible. Parler en musique, c'est plus fort que les mots? C'est plus fort que les mots parce que certains moments, le bruit ou le son ou la musique dit des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Et les gens peuvent le reprendre avec leur propre imaginaire. Et que je joue Chopin ou même du jazz avec du Scott Joplin, du Duke Ellington, parce que c'était aussi des répertoires qu'ils pouvaient avoir, ou du Liszt, etc. La musique trouve un langage particulier pour traduire la vie bouleversante de cet homme. Vous avez su, de par cette rencontre, justement, qu'effectivement, il deviendrait votre maître, j'imagine, tout comme l'était pour lui probablement Liszt. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres aussi très grands pianistes qui vous ont émerveillé et que vous avez voulu aussi interpréter? Oui. Alors, je n'ai pas interprété la vie de ces pianistes, mais dans les grands pianistes qui me touchent beaucoup, il y a Sanson-François, Rubinstein, Horowitz. Par contre, dans mes précédents spectacles, j'ai voulu incarner aussi des vies absolument incroyables comme ceux de Liszt. Le jour où j'ai rencontré Franz Liszt, le Beethoven, Looking for Beethoven, sur ces 32 sonates, une enquête sur ces 32 sonates. Qu'est-ce que c'est que ces 32 sonates? Pourquoi il les a écrites en relation avec sa maladie, sa surdité, etc. Et prochainement, Chopin, que je ferai l'an prochain au Théâtre du Ranelagh, une leçon de piano avec Chopin. C'est vraiment des vies qui sont des phares pour les humains, en fait. À vous entendre, est-ce que vous pensez que finalement, à la fois les conservatoires, mais aussi les petits clubs, je dirais, artistiques, en tout cas de musique, et les écoles, devraient se pencher sur l'histoire humaine, pour pouvoir amener justement les enfants, les étudiants, vers la musique classique? Totalement. Et je trouve que ça manque beaucoup, parce qu'on a l'impression que ce qui est important pour les enfants, c'est de leur faire jouer cette œuvre, et en plus de cette manière, etc. Mais ils ne savent pas très bien qui elle a composé, quelle était la vie. Eux aussi, ils ont eu des soucis, ils ont été petits, ils ont commencé la musique d'une certaine manière. Et les spectacles que je propose sont vraiment des spectacles qui avec ce pari que à la fois les publics un public mélomane puisse apprendre des choses et se disent je ne savais pas, j'écoute la musique du coup différemment, mais aussi un public qui n'a jamais été à écouter une note de musique dans un concert puisse se dire, moi les plus beaux compliments que j'ai, c'est des enfants par exemple qui viennent et qui me disent monsieur, Xifra je connaissais pas, je vais regarder maintenant, ou je vais écouter les sonates de Beethoven. Ça me fait vraiment très très plaisir. On le sait que c'est pas toujours accessible pour tous les enfants, à la fois parce que culturellement, c'est pas une habitude dans la famille, ou parce que aussi les cours sont chers, et les instruments évidemment aussi. Comment faire pour pouvoir amener ces enfants, tous les enfants, peu importe le milieu, vers la musique? Déjà, il y a les conservatoires, ça c'est quand même une idée extraordinaire depuis les années 60-70 avec Landowski qui a créé des conservatoires un petit peu partout, en région, etc. Donc les prix sont assez modiques en fait pour jouer.
Après les pianos, il y a maintenant aussi des pianos numériques avec un clavier lourd qui permet aussi de pas trop déranger les voisins et puis c'est pas trop onéreux. Et puis je parle des pianos, mais après il y a tous les autres instruments évidemment. Et donc il y a des premiers prix aussi, et je pense que tout le monde peut vraiment aborder la musique sans problème. L'État met suffisamment d'aide au service des Français pour justement amener les enfants vers l'art de manière générale? Je dirais en tout cas pour l'apprentissage de la musique avec les conservatoires, oui. Après il y a aussi le pass culture, enfin pour les musées, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre. Mais paradoxalement, c'est pas forcément les étudiants du conservatoire qui viennent au concert. Ça, c'est vraiment... par contre, il y a vraiment quelque chose à faire là, et il faut vraiment créer des choses, parce qu'il n'y a pas cette passerelle. C'est-à-dire que les enfants qui viennent étudier au conservatoire, ils jouent leurs morceaux, ils s'en vont, puis reviennent au cours suivant, mais il n'y a absolument aucune passerelle avec les concerts, et ça, c'est vraiment très dommage. Et peut-être des passerelles aussi entre les différents arts. Par exemple, je le vois, cet artiste que vous mettez en valeur, Georges Siffra, jouait à 5 ans dans des cirques pour gagner le salaire de sa famille. Et finalement, c'est une manière aussi de faire découvrir à un public qui n'a pas l'habitude la musique classique. Exactement. Et de montrer aussi qu'on peut jouer. Je suis professeur de piano aussi et d'improvisation. Et je fais faire de l'improvisation vocale à des jeunes ou à n'importe qui. Quelqu'un qui n'a jamais entendu une musique, de musique, qui n'a jamais fait de musique, peut improviser en 5 minutes des choses magnifiques. Donc l'apprentissage de l'improvisation, sans forcément s'en remettre à l'écrit, c'est quelque chose qui est très important et qui, à mon sens, n'est pas assez exploité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal Avoniel. Je rappelle donc votre spectacle, il faut y courir jusqu'au 31 décembre, c'est bien ça, au Théâtre du Montparnasse, à Paris. Triomphe, reprise, vous voyez le pianiste aux 50 doigts. Les critiques sont dithyrambiques et ils ont bien raison, parce que c'est très réussi. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci 1000 fois. Tout de suite, on va retrouver Andrea Le Bourgeois pour sa chronique. Alors Andrea, on parle aujourd'hui de l'étude PISA 2022. Si la France est mauvaise élève, eh bien des pays européens excellent, et notamment un, c'est l'Estonie. Elle se situe à la 4e place mondiale en maths. Oui Virginie, et ce n'est pas tout, 5e en compréhension de l'écrit et 4e en sciences. Alors comment ce pays a réussi à venir à se placer au niveau des pays asiatiques, premiers élèves, on le disait en la matière, comme Singapour, le Japon ou encore la Corée du Sud? Eh bien en 6e, il y a 4 heures de cours de maths par semaine, et en 5e et 4e, presque 5 heures en moyenne, puisque chaque collège et chaque enseignant sont libres d'utiliser certaines heures pour d'autres matières. Alors en fait, l'Estonie a un système complètement différent de celui que l'on connaît en France. D'après Kristina Kallas, ministre de l'Éducation estonienne, interviewée par nos confrères du Parisien, tout repose sur le processus de l'apprentissage. Les écoles, comme les enseignants, ont beaucoup d'autonomie dans la manière d'enseigner, mais aussi dans leur fonctionnement. Ils ont cette liberté car pour le ministère de l'Éducation, ce sont eux qui connaissent le mieux les élèves, et le ministère de l'Éducation n'a d'ailleurs que très peu de pouvoir de décision. Kristina Kallas déclare même, je cite, « Ce ne sont pas les bureaucrates et le ministère qui disent comment apprendre les maths aux enfants », fin de la citation. Aucun livre ou programme à suivre n'est imposé par le ministère. En Estonie, pas de réforme de l'enseignement, et ce depuis des décennies. L'autonomie est un marqueur clé, jamais remis en cause. Les enseignants touchent le salaire moyen estonien et sont respectés dans la société, même si cela tend à changer, comme l'indique la ministre de l'Éducation. Alors pourtant, l'Estonie est les pays d'Europe où l'école obligatoire commence très tard. Oui, l'école est obligatoire qu'à partir de 7 ans. Et pour Kristina Kallas, ce n'est pas le nombre d'années passées à l'école qui est important, mais la manière dont on apprend. C'est l'un des pays où il y a le moins de jours de classe par an, 150 en moyenne. Les journées se terminent vers 14-15 heures. Le nombre d'élèves est limité par la loi à 24 en primaire. Au lycée, les classes sont de maximum 36 élèves, mais les enseignants ont pour la plupart créé des demi-groupes, et il n'y a pas de groupe de niveau. Tous les élèves sont dans la même classe, donc les plus faibles sont stimulés et entourés. Pour finir, l'école estonienne se tourne vers le numérique. L'Estonie a commencé il y a 5 ans en formant ses enseignants. On rappelle ce qu'est PISA, Andrea? Oui, bien sûr, c'est un programme international
international pour le suivi des acquis des élèves de 15 ans qui a plus de 20 ans d'existence. C'est une enquête sur laquelle s'appuient les politiques pour leur réforme. Elle a été menée en 2022 auprès de 690 000 adolescents de 81 pays et publiée le 5 décembre dernier. Elle est conduite tous les 3 ans par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Rappelons que la France fait partie du très large groupe de pays qui voient ses performances baisser par rapport à PISA 2018. Elle perd 21 points en mathématiques et 19 points en compréhension de l'écrit. Merci beaucoup, Andrea. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité est le journaliste Maxime Guény. On arrive à l'école. Quel genre d'élève tu étais? J'étais un élève consciencieux, sérieux. Ah, je te vois aimable. trop comme le Fayot. Ah, bon, pas faillot, mais en tout cas Un petit peu. complice des profs. Ah, Complice. voilà, bah, c'est pareil. Ah, non, mais chaque mot a son importance. Tu vois. Oui, c'est la Ouais. même chose. Oh, Mais j'étais complice obligé. des profs. Tu sais pourquoi? J'étais obligé. Parce que j'étais un élève moyen. Moyen parce qu'il me fallait un peu plus travailler que les autres. Dans le sens où je vais me donner les moyens quand même pour réussir, mais je ne suis pas super logique, je ne suis pas super attentif, j'avais beaucoup la tête dans les nuages, toi. Et au final, le fait d'être sympa avec les profs, ils étaient un peu plus tolérants avec moi, toi. Tu avais des meilleures notes sans travailler Pas davantage. meilleure note, mais meilleure appréciation. Fais des efforts, c'est encourageant. Tu vois, j'ai jamais eu de félicitations, mais toujours des encouragements. Donc c'est Tu avais hyper des bonnes bénéfique. notes? Bon, dans la moyenne, entre 12, 13, 14. T'as Voilà. jamais redoublé? Si. T'as redoublé quelle classe? Ma seconde, j'ai redoublé ma seconde, c'était horrible, toi. C'est le moment Pourquoi? c'est un moment d'échec quand même. Tu vois, la plupart de tes potes progressaient, et toi, tu rétropédales. Tu l'as très mal vécu? Ah, je l'ai très mal vécu, j'en ai pleuré, ouais. Ah, bien sûr. C'est horrible de perdre une année de ta vie. Une année de ta vie. Et au final, je me suis dit, c'est que j'étais pas forcément mature. Et c'est Tu génial. penses que tu as vraiment perdu une année de ta vie? Non, parce qu'au final, au fil de mon parcours scolaire, j'ai rencontré des gens formidables et je ne les aurais pas rencontrés si je n'avais pas redoublé cette classe, toi. Et en fait, j'étais pas très très bon en anglais, j'étais pas très très bon en maths. Donc au final, j'ai pas assez travaillé au final, toi. Mais Ça suffisait pas d'être camarade avec les profs. non, ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Alors, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que les gens me considéraient comme l'intello. Quand ils me voyaient dans les couloirs, ah, l'intello. Mais j'avais rien d'un intello au final, toi. Que C'était c'était l'image quoi que je générais. C'était sur alors un que physique, en fait. c'est ça, ouais. Alors que j'étais un élève moyen qui essayait de se débrouiller, qui mettait du bon tempérament, mais c'était pas simple tous les jours. Et tu le vis comment alors quand tu redoubles ta seconde? La deuxième seconde? Ouais, écoute, je l'ai mal vécu. Et au final, après, il faut se remettre en cause, en question. Et puis, je me suis dit, c'est un nouveau départ pour être encore un peu meilleur. Et au final, je suis arrivé en première. Et là, en première, donc c'était un changement parce qu'on déménageait. Donc, je suis arrivé en première. Et là, c'était une sorte de bien-être parce que j'avais pris de la maturité, j'ai eu ma première copine à cette époque, donc tu prends conscience, j'avais 18 ans et demi, donc ça va, c'est un peu tard, mais en fait, c'était en terminale en vrai. Mais j'avais des matières qui se sont affinées et que j'aimais, j'ai pris une option théâtre, une option cinéma, et ça me correspondait. Tu vois. Après, c'était peut-être pas facile d'arriver à faire une scolarité, une bonne scolarité en changeant régulièrement Si, ville. en fait, si tu repartais à zéro, c'est-à-dire que tu n'as pas le jugement des autres professeurs. Toi, comme j'étais un peu élève moyen, dans le sens où quand j'arrivais, j'avais tout approuvé et les gens n'avaient pas de jugement sur moi. Donc en gros, c'était hyper bénéfique. Et tant mieux alors. Est-ce que tu as un souvenir marquant, précis, une anecdote à nous raconter de ta scolarité? Ouais, j'avais des profs qui avaient des drôles de noms. Par exemple, ma prof de SVT s'appelait Madame Grosse Tête. Ah, c'est Grosse Tête? Grosse Tête, ouais, La c'est ça. pauvre. Ouais, mais bon, écoute. Non, ça n'a pas dû être facile avec tous les élèves de s'appeler Grosse Tête. Ouais, un autre prof qui s'appelle Monsieur Râle. Voilà. Ça va encore, ça, mais Grosse Tête. Ça va encore. Et je tiens à remercier, et je me le suis dit quand j'étais au collège, je remercie 1000 fois mes professeurs de musique. Grâce à mes profs de musique, je te jure, ils me mettaient des notes incroyables parce que j'adorais l'artistique et c'est ça qui me sauvait dans toute ma scolarité. C'est l'artistique qui m'a sauvé. Pourtant, c'est pas des matières avec des gros coefficients. Non, certes, mais j'avais toujours quelqu'un qui était un allié pour moi lors des conseils d'élèves. Je suis sûr que ça m'a beaucoup aidé et heureusement que j'avais ces matières qui me redonnaient confiance, qui me donnaient force. Et, donc la musique, c'est la matière porte-bonheur et la matière cauchemar? Je dirais les mathématiques.
Parce que Très fréquent. Hein. C'est très fréquent. En fait, je pense que tout dépend de la pédagogie. J'avais des super profs en fait en mathématiques, mais je ne comprenais pas. Toi, tu as beau mettre toute ta bonne humeur, ta bonne énergie pour comprendre, mais quand ça bloque, ça bloque. Je pense qu'en mathématiques, ce qui serait cool, c'est déjà apprendre à faire des factures. Apprendre à gérer ses comptes bancaires, des trucs de la vie quotidienne. Et on ne le fait pas suffisamment, ça, malheureusement. On fait les triangles, les épithètes, bref. Bon. Je trouve qu'il faudrait que ça soit plus pratique. Pratico-pratique, ouais. Je pense qu'on a besoin de pratico-pratique dans l'école. C'est hyper important. Comme par exemple des cours de cuisine. Ça paraît bête, mais la cuisine, on mange tous les jours. Et le fait d'apprendre à faire à manger, et pour sa santé, pour soi-même, je pense que c'est hyper important. Parce que par exemple, quand tu te lances dans la vie active, des fois, tu n'as pas forcément les ressources nécessaires. Si, par tes parents peut-être. Mais toi, c'est des choses pratiques et qui vont nous aider à apprendre à repasser ces cons. Mais tu te vois apprendre ça à l'école. Et pourquoi pas on apprend des conneries qui nous servent à rien. Pourquoi ne pas apprendre quoi comme conneries? Je ne veux pas me mettre mal avec le corps professoral, mais il y aura des choses des choses que tu vas apprendre à un moment donné et que tu seras incapable de ressortir 20 ans après. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers en compagnie de Maxime Guény. À demain. Merci beaucoup Malika, merci Maxime et on vous retrouve bien sûr demain. C'est la fin de cette édition, merci à vous tous de nous suivre. Canal 217 sur les box Orange, 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci beaucoup Andrea pour les infos et la chronique. Merci aussi à toute l'équipe qui a travaillé sur le Grand JT. À la réalisation, c'est Romain Luc. Le son, c'est Saïd Mamou. Le maquillage, c'est Julie Horner. Et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.